Euh, donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire sur l'éducation française au Royaume-Uni. Vous avez vraiment été très nombreux à vous être inscrits pour ce webinaire puisque vous avez été plus de 750 à l'avoir fait. Cela nous montre à quel point vous prenez au sérieux l'éducation de vos enfants, bien sûr, mais cela nous montre aussi que jusqu'ici, vous n'avez peut-être pas encore obtenu toutes les informations que vous auriez aimé recevoir. Peut-être également, on vient juste d'en toucher deux mots, peut-être également que le contexte politique dans lequel nous nous trouvons post-Brexit vous amène à vous poser un grand nombre de questions. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patricia Connell, je suis déléguée consulaire, c'est-à-dire que je suis une de vos élues locales. Je vis au Royaume-Uni depuis presque 40 ans, autant dire une éternité. Je suis mariée à un Britannique et j'ai 3 grands-enfants qui sont tous nés au Royaume-Uni. Mes enfants ont fait leurs études dans le système français pour commencer, notamment au lycée Charles de Gaulle. Et puis à l'âge de 12-13 ans, ils sont passés dans le système privé britannique. Aujourd'hui, j'ai 2 petites filles et celle de 3 ans a commencé sa scolarité au lycée international Winston Churchill de Wembley, qui est un lycée entièrement bilingue. Mais nous faisons partie des Français qui ont la chance d'habiter dans le centre de Londres, donc nous avons eu la possibilité de faire des choix. Comme nous le savons, ce n'est pas toujours le cas quand on vit hors de Londres, et cela à part de rares exceptions. Mais il est évident que les choix ne sont pas simples et ils ne sont pas simplement basés sur le lieu de résidence, mais ils sont aussi souvent en fonction du budget et à la disposition de la famille ou à d'autres impératifs. Comme vous, j'imagine, avant même la naissance de nos enfants, nous parlions de l'éducation que nous allions leur donner, une éducation à la française ou une éducation purement britannique. Une chose est sûre, mon mari et moi, nous voulions qu'ils soient bilingues et qu'ils reçoivent la meilleure éducation possible pour les préparer au monde de demain. Paris gagné, mes 3 enfants sont bilingues. Je vous donne mon cas personnel car tous nos intervenants aujourd'hui vont vous parler d'éducation, mais tous en prenant un angle un peu différent. Nous espérons qu'en partageant leur expertise, mais aussi leur expérience personnelle, ils vont vous donner lieu de choisir ce qui sera juste pour votre enfant et pour votre famille, car chaque enfant est différent et chaque contexte familial l'est aussi. Malheureusement, nous ne pourrons pas vous offrir une solution magique et je dois dire que nous le regrettons. Ce serait d'autant plus facile si nous pouvions le faire. Toutefois, si certaines questions sont restées sans réponse à la fin du webinaire, alors qu'elles ont été soumises dans le chat ou par email, nous vous répondrons par écrit. Ce que je vais faire maintenant, je vais lancer le pôle que nous avons créé pour que vous puissiez nous donner une idée, en fait, pour que nous ayons une idée du type de participants que nous avons avec nous aujourd'hui. C'est très important puisque ça nous permettra aussi d'adapter nos questions par la suite. Nous avons aussi un Q&A qui est en ligne. Vous pouvez dès déjà mettre vos questions dans ce Q&A. Nous en avions reçu par email et Marlène et Laurent sont en train de les poster alors que nous sommes en train de parler. Alors, j'ai quelques questions. Je vous explique le système du Q&A. En fait, vous avez la possibilité de voter pour les questions et en votant pour ces questions, elles montent sur le haut du panier et en fait, nous allons poser après dans l'ordre chronologique, pas chronologique, mais plutôt dans l'ordre d'importance, les questions qui sont les plus intéressantes pour vous. Donc, c'est très important que vous votiez parce que sinon, nous allons aborder des questions qui n'ont aucun intérêt pour les personnes qui sont en ligne aujourd'hui. Alors, dès qu'il y a des problèmes de housekeeping, notez que tous les documents que nous allons utiliser vous seront envoyés par la suite. Donc, vous pouvez vous relaxer. Vous n'avez pas besoin de prendre une feuille de papier, de tout écrire ou de photographier. Et notez aussi que le webinaire sera enregistré. Ce webinaire, nous avons prévu de le faire durer pendant 1h30 et il va s'articuler de la façon suivante. Nous allons faire tout d'abord un état des lieux de l'éducation française à l'étranger et en particulier au Royaume-Uni. Nous allons ensuite
parler des options ouvertes à vos enfants pour leur éducation. Après, nous allons passer à l'éducation, en fait, si, ce que vous pouvez faire pour vous assurer que vos enfants puissent progresser en français tout en étant scolarisés dans le système britannique. Et puis par la suite, nous allons passer à l'éducation française et savoir si elle a un futur au Royaume-Uni. Et pour finir, nous aurons donc le Q&A. Donc, je vais maintenant d'ores et déjà vous présenter nos panélistes. Donc, tout d'abord, Samantha Casbonne, qui est députée des Français de l'étranger pour la 5e circonscription, c'est-à-dire Portugal, Espagne, Monaco et Andorre. Ça fait un peu rêver, ça fait vraiment rêver après des mois de confinement. Avant d'être élue, Samantha Casbonne était proviseure d'un lycée français en Espagne, après avoir été en fait à la tête d'établissements au Maroc et en France. En tant que députée, Samantha Casbonne a été l'auteure du rapport sur l'enseignement français à l'étranger et elle nous dira quelques mots quant aux conclusions et recommandations auxquelles elle est arrivée. Nous avons aussi parmi nous Enguerrand Meigne. Enguerrand est coordinateur de la section bilingue parité horaire à l'école primaire Marie d'Orléac. Il est enseignant depuis 10 ans à Londres. Il est également l'organisateur du DELF à l'école Marie d'Orléac et il vous expliquera un peu plus tard de quoi il s'agit exactement. Emmanuelle Simon-Ledoux devait nous rejoindre. Malheureusement, elle ne peut pas, mais elle nous a envoyé une petite vidéo que nous allons vous présenter plus tard. Elle est professeure agrégée en sciences économiques et sociales au lycée français Charles de Gaulle. Nous avons aussi Tina Rabin, qui est fondatrice de French Between the Commons. C'est une organisation qui a été créée il y a presque 15 ans maintenant, qui sont des cours de français après l'école anglaise. Ça commence dès les petites classes et ça continue jusqu'à l'âge de 18 ans. D'ailleurs, il donne aussi de temps en temps des cours d'anglais. Tina est en particulier une experte aussi en CNED. Son équipe aide les enfants à partir de, enfin, pendant toute la période du primaire, justement, sur le CNED. Mais elle vous en dira plus tout à l'heure. Nous avons le grand privilège aussi d'avoir avec nous Joëlle Simpson, qui est présidente du Parapluie Flamme. Alors, ce sont ces petites écoles françaises du samedi qu'on dit française langue maternelle. Elle est associée aux petites écoles depuis 1990. Joëlle Simpson est l'ancienne directrice pédagogique de la petite école d'Ealing, la première petite école du samedi au Royaume-Uni, avait été fondée dans les années 80. Elle est au pôle pédagogique du Parapluie Flamme depuis 2013, date à laquelle les Parapluies Flammes ont été créés. Et elle est depuis 3 ans la présidente du Parapluie Flamme. Nous avons Françoise Urbach, qui est directrice de l'EUFA, International School de Londres, depuis 2018. Avant cela, Françoise Urbach était directrice de l'école de Wix à Clapham, qui est l'annexe, peut-être que vous ne connaissez pas, mais en fait, c'est l'annexe du lycée Charles de Gaulle. Et elle y était directrice pendant 5 ans. Avant ça, venue à Londres, Madame Urbach avait été directrice d'un groupe scolaire en France pendant 20 ans. Voilà, j'ai fait le tour de tous nos panélistes. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons beaucoup de chance d'avoir de vrais experts et je les remercie vivement d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Madame Samantha Casbonne. Merci beaucoup, Patricia, de me faire l'honneur d'être présente à vos côtés et de me donner la parole. Et voilà, vous m'avez demandé d'intervenir et de faire ce que je considère être un constat un petit peu de cet enseignement français à l'étranger, ce moment un petit peu difficile que nous vivons tous dans le monde. Et alors, pour commencer sur une note plutôt optimiste, je vous dirais que globalement, effectivement, on peut considérer que l'enseignement français à l'étranger résiste bien et peut-être même mieux que ce que nous pouvions prévoir, parce que je crois que nos parents, malgré la difficulté, malgré même parfois, je dirais,
des perspectives qui peuvent paraître un petit peu compliquées pour eux, eh bien, ont un attachement fort pour notre réseau dans le monde. Et ceux qui le quittent aujourd'hui sont vraiment les personnes qui ne peuvent pas faire autrement ou qui ont, ça peut arriver aussi, quelques déceptions personnelles avec le réseau. C'est heureusement assez exceptionnel. Donc, globalement, le constat est positif. Pour preuve, nous avons actuellement à peu près 540 établissements dans le monde qui appartiennent à ce grand réseau d'enseignement français à l'étranger. Et là, je ne parle que du réseau homologué, puisque nous avons aussi la chance d'accueillir parmi nous aujourd'hui des intervenants qui vous parleront de l'enseignement français peut-être à mes côtés, mais également de tout ce qu'on appelle aussi la coopération éducative et qui permet eh bien, de recevoir un enseignement aussi, alors un peu différent bien sûr que l'enseignement homologué, mais en langue française et aussi de transmettre, je dirais, certaines modèles, certaines formes de modèles d'éducation aussi à la française. Donc, ce sont les labels France Éducation et puis ce sont également les associations Flammes qui jouent un rôle majeur d'ailleurs au Royaume-Uni. Et je tiens d'ailleurs à faire remarquer que vous avez beaucoup de chance au Royaume-Uni pour une raison, c'est que vous avez une offre extrêmement variée, extrêmement diverse et je dirais même riche. Riche au sens où vous avez à peu près tout ce qui se fait dans l'enseignement français à l'étranger auprès de vous ou de manière un petit peu éloignée peut-être géographiquement, mais enfin du moins, vous l'avez quand même sur votre territoire. Donc, cela comprend les enseignements, comme je vous le disais, l'enseignement homologué à travers 3 types et modèles d'établissements qui sont les EGD, qui sont totalement dirigés par l'Agence d'enseignement français à l'étranger, qui est basée à Paris, comme vous le savez, et qui est sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Et puis, vous avez également des établissements, enfin, du moins un conventionné, donc où il y a une gestion parentale, qui est là encore accompagnée par l'Agence d'enseignement français à l'étranger, qui met à disposition des enseignants. Et puis, vous avez, qu'ils soient expatriés ou résidents, mais là, je rentre un peu dans la technicité peut-être du modèle. Et puis ensuite, vous avez des établissements partenaires qui sont venus compléter l'offre qui n'était pas suffisante à l'époque à travers les seuls établissements dirigés par l'Agence d'enseignement français à l'étranger. Donc déjà, en cela, vous avez tout ce qui existe comme statut d'établissement sur votre territoire. Viennent à cela s'ajouter, comme je le disais, les labels France Éducation, qui sont aussi une autre forme d'offre scolaire. Et puis, vous avez les dispositifs Flammes que je salue parce que je dois dire que, en plus du modèle homologué que je connais bien puisque vous m'avez présenté comme chef d'établissement, j'ai eu aussi, je dirais, diverses responsabilités dans ce réseau. J'en ai actuellement de nouvelles en tant que parlementaire, mais j'ai appris à découvrir aussi ce que je ne connaissais pas, ou pas bien en tout cas, qui sont les dispositifs Flammes que je salue et je les trouve extrêmement, comment dire, convaincants dans leur approche. Et en cela, je trouve qu'ils complètent parfaitement, et je dis bien complètent, le dispositif d'offre scolaire à l'étranger. Concernant, je le disais, donc, la situation générale dans le monde, il y a des pays qui souffrent énormément. Il faut savoir que notre réseau est, je dirais, composé de plus petits réseaux qui sont particulièrement identifiés dans, on va dire, 4 ou 5 territoires. Vous avez, alors chacun un peu souhaite être le premier, mais entre le Maroc, le Liban et l'Espagne, les 3 grands réseaux où se concentrent beaucoup d'établissements scolaires. Ensuite, vous avez ce que je caractérise plutôt comme, on va dire, territoire européen. Là aussi, une forte proportion d'établissements français à l'étranger et également sur la partie Maghreb. Et ces 2 territoires, je dirais Maghreb et puis Europe, à eux seuls, finalement, représentent près de 60% des personnels mis à disposition, mais aussi des élèves et donc des familles qui côtoient nos établissements dans le monde. Donc, c'est une forte, je dirais, aussi représentation que nous avons en Europe de notre modèle d'éducation. À côté de ça, vous avez le reste du monde qui, lui aussi, est composé d'un certain nombre d'établissements. Mais vous le voyez, pour le reste du monde, en proportion,
on peut considérer qu'il y a à peu près 40%, donc ce qui met une offre scolaire, je dirais, moins importante que sur ces deux gros territoires. Voilà un petit peu pour cette présentation. Je disais que le modèle ne souffre pas autant que ce qu'on aurait pu imaginer, je dirais, à l'instant où on se parle. Comme nous ne savons pas, évidemment, comment l'avenir, je dirais, se dessinera pour les uns et les autres, pour les parents qui financent ce réseau. Il faut savoir que ce réseau est financé à 80%, là je parle d'une manière générale, dans le monde, par les familles. L'État français a une dotation de 500 millions d'euros qui a été augmentée en cette période Covid pour justement un petit peu répondre aux difficultés des familles. Et c'est à titre, il faut bien le dire, exceptionnel et assez remarquable, puisqu'il faut savoir qu'il a été possible de financer, parce que nous nous sommes battus pour cela, eh bien, des aides aux familles qu'on appelle dites étrangères, enfin de nationalité locale, mais en tout cas qui ne sont pas françaises, en plus des bourses scolaires qui ont été abondées de plus de 50 millions d'euros. Donc, ces familles ont eu la possibilité dans le monde entier de pouvoir déposer des dossiers, ces familles dites étrangères. C'est toujours, j'aime pas ce terme parce que pour moi, elles font partie de notre réseau, mais en tout cas, sur un plan de la nationalité, elles ne sont pas françaises. Eh bien, ces familles ont eu la possibilité d'être aidées. Alors, vous me direz, oui, ça reste une aide qui peut paraître comme ça assez relative, puisque sur la durée d'une scolarité, sera-t-on en capacité de les aider sur la durée là-dessus, je ne m'engagerai pas. Mais au moins, je dirais, temporairement, il y a cette possibilité qui a été mise à disposition du réseau à hauteur de près de 50 millions. Ça a pris la forme diverse, soit des aides aux établissements aussi, puisque j'ai eu la chance parce que c'est pas facile toujours de faire voter des amendements dans l'hémicycle, surtout quand on est français de l'étranger, on est en minorité. Donc là-dessus, je veux dire que le combat a été difficile, mais en tout cas, nous avons été entendus par le ministère des Finances français, qui nous a permis d'aider les établissements dès lors où ils avaient engagé des frais pour pouvoir mettre en sécurité les élèves, mettre en sécurité l'établissement. Également été ouvert pour cette subvention spéciale aux établissements des aides de remise à niveau des élèves, parce que ça aussi, ça nous tenait à cœur pendant le confinement. Bon, malheureusement, vous le connaissez encore, mais c'est un peu moins vrai dans d'autres parties du monde. Alors, c'est très vrai du côté de l'Amérique du Sud, c'est beaucoup moins vrai dans d'autres pays d'Europe, par exemple en Espagne. Alors, moi, je considère que c'est une chance, évidemment. Nous n'avons pas eu à revivre un confinement tel que vous l'avez vécu et nos enfants ont pu aller à l'école. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là encore, il y a eu une aide qui a été mise à disposition pour le rattrapage des cours et pour me remettre potentiellement à niveau les élèves qui auraient perdu du mois de mars au mois de juin l'an dernier. Cette année, les établissements se retrouvent encore dans des situations parfois un peu difficiles de devoir télétravailler avec les élèves. Ce n'est pas simple. Donc, normalement, devrait être également possible des remises à niveau pour ces élèves qui auraient pu être un peu décrocheurs du fait de la difficulté d'apprendre à distance. Voilà, donc ces aides-là ont été portées à hauteur de 50 millions de bourses françaises également supplémentaires, et puis une mise à disposition de trésorerie pour les établissements aussi à hauteur de 50 millions d'euros pour leur permettre de payer leurs charges. Mais ça, disons que c'est une aide, mais c'est plutôt une avance, si je parle correctement, qui sera remboursée, mais donc deux formes d'aide à hauteur de 100 millions, donc 50 millions de bourses françaises, 50 millions d'aide directe aux établissements et aux familles. Et ensuite, nous avons 50 millions de trésorerie quelque part remboursable pour les établissements en grande difficulté. Malheureusement, nous en avons quelques-uns dans le monde. Malheureusement, nous avons quelques inquiétudes fortes pour certains établissements qui ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves. Aujourd'hui, je n'ai pas la solution à ce problème-là, évidemment, puisque nous le découvrons et que nous nous adaptons, nous ajustons effectivement les subventions aux établissements au fil de ce que nous découvrons aussi comme situation critique. J'ai bien pris, en tout cas, comment vous dire, aussi en compte la problématique du Royaume-Uni qui voit effectivement des pertes d'effectifs, et il faudra certainement là aussi envisager des soutiens parce que je crois que les établissements en auront besoin. Mais ce que je veux juste aussi faire entendre comme message, c'est que
il y a des difficultés à peu près partout. Moi, où je vis, c'est l'Espagne. Vous l'avez tout à l'heure amené comme une chance. Effectivement, c'est une réelle chance de vivre dans ce beau pays, mais ce pays est fortement impacté aussi par, vous le savez bien, le manque de touristes, que beaucoup des familles où sont situés les lycées français vivent directement ou indirectement du tourisme. Beaucoup d'établissements dans le monde se retrouvent dans les mêmes situations. Donc, j'ai envie de dire, partout où j'organiserai demain des webinaires, je suis à peu près sûre qu'à chaque fois, je rencontrerai des familles qui me diront à quel point la situation est compliquée, va devenir encore plus compliquée. C'est une évidence. Maintenant, nous ferons notre possible, évidemment, pour soutenir du mieux possible grâce aux moyens publics, donc sous forme de subventions. Maintenant, serons-nous capables de répondre à toutes les situations? Là-dessus, je ne ferai pas de politique politicienne, ce n'est pas ma philosophie, ce n'est pas ma manière de voir les choses, surtout quand on parle d'éducation, surtout quand on parle de ce qui nous est plus cher, nos enfants. Je crois qu'il y aura fort heureusement aussi des dispositifs qui pourront peut-être être un sas de compensation si certaines familles sont malheureusement amenées à quitter ce réseau homologué parce que les raisons économiques auront été, je dirais, plus fortes malheureusement que l'attachement de cœur que nous avons pour ce réseau, eh bien, à ce moment-là, il faudra peut-être voir si nous n'arrivons pas à combler par de l'argent public, eh bien, des alternatives qui se développent, qui sont aussi et très, très intéressantes. Je vous dis, les dispositifs labels, j'ai vu des dispositifs flammes, mais vraiment être extrêmement performants et surtout complémentaires d'un enseignement local, parce qu'on vient aussi quelque part parler d'éducation en plus d'un enseignement de la langue française. Donc tout ça, pour moi, me permet quand même de rester optimiste. Nos familles répondent toujours présents. C'est un lourd investissement pour elles, nous le savons, nous soutenons du mieux possible et nous continuerons à le faire. Nous sommes mobilisés avec les parlementaires et l'ensemble des parlementaires. Moi, je ne fais pas de politique politicienne, je vous le redis, et pour moi, c'est une action transpartisane, beaucoup avec nos élus aussi locaux que je remercie parce qu'ils s'investissent, et particulièrement sur le Royaume-Uni. J'ai rarement vu une telle organisation en matière de plan et d'organisation et de, comment dire, de coordination de cet enseignement français. Je salue, d'ailleurs j'admire. Je suis très contente de voir par exemple qu'au Portugal, il y a eu désormais une organisation qui ressemble à celle que vous avez, où tous les acteurs se mettent autour d'une table, cherchent ensemble des solutions. Et ça, moi, je l'applaudis, je l'encourage. Ça faisait partie des recommandations de mon rapport. Je m'étais inspirée de vous, d'ailleurs, je tiens à le dire, je tiens à le saluer. Et en cela, eh bien, écoutez, toute situation est difficile actuellement, mais nous essaierons, je le dis, d'être à la hauteur de ce que nous devons être, c'est-à-dire aussi une puissance éducative, comme le disait le président de la République, être présent à vos côtés, être le plus rassurant possible. Est-ce que nous réussirons à garder tous nos élèves? Je ne pense pas, parce que évidemment, il y aura des conséquences à cette crise que nous ne pourrons peut-être pas toutes, je dirais, amortir, mais en tout cas, nous ferons notre mieux pour le faire. Merci Samantha, merci mille fois. C'est très intéressant de voir en fait que nous ne sommes pas les seuls à avoir des problèmes au niveau de l'éducation et que d'autres pays sont en train de passer par exactement les mêmes problèmes. Je voudrais maintenant donner la parole à Enguerrand-Maigne qui va nous parler de l'école primaire. Oui, merci. Alors j'espère que je ne suis pas à contre-courant par rapport à tout ça, parce que l'idée c'était donc de faire un point rapide et un point global. Effectivement, on va pas se le cacher. De plus en plus de familles sont intéressées par l'éducation anglaise, ou en tout cas se posent les questions de l'éducation anglaise, que ce soit public, que ce soit privé, et que donc on est en compétition avec ces écoles-là. On a de plus en plus de questions autour de ces choses-là. Donc l'idée c'est de faire un petit point rapidement sur les différents systèmes et sur toutes les offres qui se posent donc pour tous les parents. On se rend bien compte, hein, on le voit, l'engouement, ne serait-ce qu'aujourd'hui, avec tous les parents, toutes les questions qui sont déjà posées, 72, tout l'engouement, tous les gens qui sont présents ici, qui ont répondu présents là. On voit à quel point l'éducation, c'est une préoccupation, sans doute la préoccupation numéro 1 en fait, de toutes les familles.
On commence par ça. Alors moi, ça me fait, c'est pas que ça me fait bizarre, mais j'ai commencé par un enseignement en France. J'ai commencé par enseigner en France. Et en arrivant ici, voilà, tout était différent, rien n'était pareil. Et on se rend vite compte des difficultés rencontrées par les parents, le casse-tête que c'est pour essayer d'offrir la meilleure éducation possible, tout simplement, à nos enfants. Et à celle surtout qui va correspondre le mieux à notre famille. C'est ça qu'il va falloir faire, et c'est ça l'idée de présenter un petit peu tous ces choix pour que les familles aient le choix et surtout choisissent ce qui leur correspond. Pour faire simple, et c'est ce qui est le plus difficile, hein, c'est une vision un petit peu simpliste, mais quand on est en France, on met nos enfants à l'école et l'école s'adapte. Ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'inverse. On se rend vite compte qu'en fait, on doit s'adapter à l'école et on doit s'adapter aux places disponibles, à ce qu'il y a ici. On finit donc par tout faire en fonction de l'éducation, en fonction de l'école. Et certains parents vont même jusqu'à déménager. C'est assez fou, mais certains parents déménagent pour se rapprocher d'une école et essayer d'avoir l'école, l'éducation qui sera la meilleure pour les enfants. À tel point donc que le lieu de vie va être déterminé par l'éducation. La priorité numéro 1, c'est donc l'éducation. Le stress numéro 1 des familles, au départ, reste l'éducation. On trouve une éducation, un système qui nous convient, une école. Et ensuite, à partir de là, presque envie de dire, on va commencer à vivre une fois que l'éducation sera faite pour nos enfants. Voilà, ça reste une priorité. C'est la réalité de Londres, c'est la réalité peut-être aussi en dehors de Londres. Alors, on n'est pas ici pour ne parler que de Londres, de manière générale sur toute l'éducation, mais c'est un peu la réalité de beaucoup de familles. Donc finalement, voilà, ce n'est pas du tout une surprise d'avoir autant de monde, d'avoir autant de questions, d'avoir autant d'incertitudes, d'avoir autant de panique de toutes ces familles. Et bon, on ne va pas non plus plaindre nos enfants, hein. Moi, le premier, je suis super content de pouvoir offrir une éducation bilingue à nos enfants, quel que soit le choix qui sera fait par les familles. On se dirige tous, toutes les familles françaises, vers une éducation bilingue. Alors, il y a énormément de questions sur le bilinguisme. Je vais vous en toucher deux petits mots rapidement. C'est vrai que nos enfants vont avoir énormément de chance dessus, quel que soit le choix que vous ferez. Cette question du bilinguisme dans la bouche de tous les parents, à laquelle on aimerait une réponse simple, tout simplement, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de réponse simple, il n'y a pas de meilleure éducation bilingue. Elle dépend de trop de paramètres. Ce n'est pas moi qui vais vous donner une réponse aussi simple que ça. Il y a eu des milliers de livres qui sont faits sur le bilingue. C'est bien parce qu'il n'y a pas une réponse. Tout simplement, ça dépend de vous, ça dépend de la nationalité des parents, des objectifs que l'on se fixe, du nombre d'années que l'on va passer dans le pays, que l'on va passer ici. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup trop de paramètres. Il y a un livre que je vous conseille, moi c'est celui qu'on m'avait conseillé au départ, donc je le conseille énormément. Ce livre, c'est donc l'ouvrage de Barbara Abdelila-Bauer qui s'appelle « Le défi des enfants bilingues, grandir et vivre en parlant plusieurs langues ». Il va vous expliquer l'effort, les difficultés que ça va être d'apprendre deux langues pour un enfant, déjà, parce que c'est une difficulté. La meilleure façon de transmettre deux langues, que ce soit tout simplement parce que les deux parents ont deux langues différentes, que ce soit grâce à l'école, que ce soit pour un attachement familial à la langue, pour des raisons diverses. Chaque famille, chaque situation est unique. Donc, il n'y a pas de recette miracle au bilinguisme, mais au plurilinguisme. Lisez ce livre, voilà, il n'y a pas de recette miracle, mais ce livre va vous donner une bonne base déjà. C'est basé sur des études et ça pourra donc vous aider à trouver des conduites à tenir pour la suite. Voilà. Alors non, je ne peux pas vous donner de réponse à la meilleure éducation bilingue possible au Royaume-Uni. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous présenter un petit peu toute l'offre. Voilà. En tenant compte donc, par rapport à tous les critères qui seront les vôtres, hein, ça sera à vous de décider. Évidemment, je vais essayer de vous vendre la mienne, même si ce n'est pas l'idée du bilingue, mais voilà, j'adhère complètement à ce que je fais et je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Mais l'idée, c'est déjà de vous présenter l'étendue de l'offre qui s'offre à vous au Royaume-Uni. Juste vous mettre un petit, alors voilà, me cacher derrière un petit PowerPoint pour vous présenter tout ça et que ce soit un peu plus simple. Hop. Alors, j'espère que c'est bon, qu'il y a toujours le son et que vous avez accès donc à mon PowerPoint. Voilà. Je vais vous faire une petite présentation. Alors, très succincte, très rapide. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez après. Ça ira peut-être un petit peu plus vite. Alors, que ce soit l'éducation française ou l'éducation anglaise, il y a quand même beaucoup de similarités, et ça va nous simplifier un petit peu la vie. Alors, l'école est obligatoire à partir de 5 ans ici, récemment depuis 3 ans en France. Les enfants peuvent donc commencer en nursery, nos crèches, avant d'entrer en reception à 4 ans. Première difficulté qui peut être problématique pour passer d'un système à l'autre, les Anglais, donc déjà on conduit à gauche, ça c'est une chose, mais en plus n'ont pas le même fonctionnement que nous et ils inscrivent les enfants sur l'année scolaire, alors que les établissements français le font sur l'année civile. C'est une des premières choses à faire, c'est tout bête, mais ça peut changer beaucoup de choses dans l'approche de l'établissement. Concrètement, pour faire simple, si votre enfant est né en novembre 2015, pour sa rentrée en septembre, si vous choisissez l'éducation anglaise, ça va se faire en MS anglaise.
alors que ce sera en GS française. Voilà, ce sont des petites difficultés, voilà, ce sont des choses à savoir. Ce petit gap entre septembre et décembre peut poser problème. Ça peut donc être un problème également pour les transferts entre deux systèmes, pour les enfants qui sont nés donc sur ce petit gap. Les écoles anglaises, même si elles commencent à nous connaître, parce qu'on est un gros réseau français, évidemment à Londres, elles commencent à nous connaître, ou à nous détester d'ailleurs, suivant le cas, mais en tout cas, ça peut être compliqué, cette notion de transfert entre le système français et le système anglais. Pour comprendre un peu mieux, si votre enfant est né en janvier, donc dans le système français, c'est le plus âgé, tout simplement, c'est le plus grand. Dans le système anglais, il sera avec des enfants qui sont nés entre septembre et décembre de l'année précédente. Voilà, pour vous situer un petit peu le problème pour ceux qui sont perdus. Avant de vous perdre, donc, petit tableau comparatif qui est ici. Donc, vous voyez à droite le système français, l'âge des enfants, les équivalences anglaises. Cela peut donc nous permettre de nous y retrouver un petit peu dans l'ensemble. Ce n'est pas si compliqué, on s'en sort. En jaune, ce qui ressemble de loin à notre maternelle, même si ça va jusqu'au CP, le Key Stage 1. En bleu, le primaire, et en rouge, le secondaire. Voilà, maintenant que vous y voyez un petit peu plus clair, je vais pouvoir rentrer un petit peu plus dans les détails des systèmes, à commencer par le système public anglais. Il faut quand même savoir qu'au Royaume-Uni, le système public, c'est 93% des enfants. 93% des enfants, ce sont donc dans les state schools. Faites attention à ce terme, d'ailleurs, public anglaise. Moi, je ne comprenais pas au début. Si vous voyez public school, ce n'est pas une école publique, c'est une école payante. Donc, voilà, il y a beaucoup d'amalgames qui ont été autour de ça. Vous cherchez une école gratuite au Royaume-Uni, allez du côté des state schools, évidemment. Votre réflexe, en tant que parent, ça doit être d'aller sur le site de votre quartier, de votre ville, de votre borough. C'est là où vous allez trouver la liste. Donc, par exemple, la liste de chaque quartier de Londres que je vous mets ici. Et c'est là où vous allez trouver toutes les informations. Okay, en dehors de Londres, suivant les villages, les villes, rapprochez-vous du pôle éducation pour vous renseigner sur l'offre et sur les démarches d'inscription. Sur le site de chaque borough, tout est expliqué. Moi, je suis habitué à celui de Fulham, puisque c'est celui où est mon école, où quelquefois des parents s'intéressent. Vous allez sur le site et vous avez tout est répertorié. Alors, effectivement, c'est en anglais. Il n'y a pas encore de traduction en français. Peut-être que voilà, si quelqu'un veut les appeler, ou en tout cas veut y participer, mais tout est en anglais, il faut s'y faire. Mais vous y retrouvez tout ce dont vous avez besoin. Les transferts, les descriptions de toutes les écoles y sont, les places encore disponibles si vous voulez vous inscrire en cours d'année, les admissions en cours d'année, les règles d'admission, bref, tout ce dont vous avez besoin pour inscrire votre enfant, vous allez les trouver sur ce site. Voilà. Cette année, pour la reception, il fallait s'inscrire avant le 15 janvier. Je réponds déjà à quelques petites questions que j'ai vues tout à l'heure. J'en profite pour le faire. C'était avant le 15 janvier pour la rentrée en septembre, en se connectant sur le site e-admission. Que vous trouverez pareil, tout est indiqué sur les sites des boroughs, et donc les résultats arrivaient pour le 16 avril. Comme pour l'entrée en reception, les transferts vers le secondaire, il y a beaucoup de familles qui sont intéressées vers ces transferts, qui posent des questions, pas forcément parce qu'elles veulent mettre leur enfant, il y en a quand même, la majorité des enfants vont suivre leur scolarité française tout au long, mais certaines commencent à s'y intéresser. Donc l'entrée au secondaire, c'est une grosse entrée aussi. Il faut être très, très sérieux dans les démarches. C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Sans rentrer dans les détails, c'est un peu le parcours du combattant. Faire une liste de 6 choix d'école. L'ordre de cette liste est très, très importante car une seule place vous sera offerte en fonction de la liste que vous allez faire. C'est à retourner à l'autorité locale ou ville enfant, le tout avec le stress de l'attente d'une place qui sera offerte, le fameux Offer Day en mars pour les secondary schools et en avril pour les receptions. Cette année, il fallait s'inscrire en novembre, avant novembre, pour les écoles secondaires. Si vous ne respectez pas le timing, votre enfant, tout simplement, sera mis sur toutes les listes d'attente des écoles demandées. Il y a un timing à respecter. Les Anglais ne rigolent pas avec ça. Ou alors, il faudra inscrire votre enfant dans les écoles où il reste de la place. Ne loupez donc pas la deadline, tout simplement. Renseignez-vous, même chose. Allez sur les sites. Ça peut changer tous les ans et ça peut changer en fonction des boroughs également. Quelques petites astuces et conseils. Alors, première chose, prenez connaissance vous-même des critères d'admission dans chaque école. Je vous en ai mis quelques-uns sur le côté. La religion, c'est un critère d'admission. Dans certaines écoles, il y a même des tests. Toutes les écoles ne laissent pas de priorité aux fratries, entre les frères et les sœurs, ce que fait le lycée par exemple, ou ce que font les écoles françaises. Certaines écoles vont avoir des zones prioritaires entre l'école secondaire, l'école primaire. Voilà, ce sont des critères. Prenez donc le temps de regarder tous les critères pour ne pas postuler dans des écoles où vous n'avez aucune chance d'avoir accès. Soyez réaliste, même si vous avez 6 écoles. L'ordre dans lequel, je vous l'ai dit, est important, l'ordre dans lequel vous mettez ces 6 écoles. L'inscription doit être faite dans les délais. Et surtout, dernière chose, faites-vous votre propre avis. N'écoutez pas forcément toutes les rumeurs de tout le monde. Voilà, vous demandez aux professionnels. Un autre site qui est très important pour vous, je vous l'ai mis ici, c'est le site de l'Ofsted. Vous trouvez tous les rapports de toutes les écoles. Alors,
je peux me permettre de le dire parce que toutes nos écoles françaises ont des excellents rapports. Donc, du coup, allez sur ces sites, allez sur le site de l'Ofsted pour avoir accès à tous les rapports. Deuxième option que vous avez, ce sont les écoles privées. Pour celles-là, soyons directs, elles coûtent très cher, évidemment. Donc, faites très attention à ça, allez voir. Vous pouvez par contre postuler dans autant d'écoles que vous le souhaitez. Ou que votre banquier va vous autoriser à y participer. Et il faut s'y préparer très, très sérieusement. Les compagnies de tutoring ont poussé un peu partout et ce n'est pas pour rien. Certains enfants s'y préparent pendant plus d'1 an, de manière très intensive. Le niveau de compétence est assez fou parfois dans les écoles. Vraiment, renseignez-vous, allez voir les tests des années précédentes. Il y a notamment des épreuves qui ne sont ni dans le programme français, ni dans le programme anglais. Le non-verbal reasoning, le verbal reasoning, ce sont des épreuves vraiment très, très particulières et spécifiques. Il faut une vraie préparation pour ces écoles. Voilà, ça devient un enjeu assez incroyable, toutes ces écoles privées. Bref, il y a également des entretiens, des interviews à préparer. Alors, bon courage à ceux qui veulent préparer un entretien avec leur enfant de 5 ans notamment. Psychologiquement aussi, c'est compliqué. Je vois beaucoup d'enfants dans mon école qui se posent la question, beaucoup de familles qui se posent la question. Psychologiquement, c'est vraiment difficile de préparer son enfant pendant plus d'1 an, de choisir des écoles avec un vrai espoir pour ne pas envoyer notre enfant dans le mur. Il faut bien choisir ses écoles. Ne cherchez pas des choses trop compliquées. Suivant les écoles, les années d'entrée sont également différentes. On peut entrer sur des 11+, sur des 13+, évidemment reception à 5 ans, à 4 ans ou à 5 ans ou à 8 ans. Tout ça, ça dépend des écoles. Faites des recherches, faites des visites virtuelles, allez visiter les écoles, renseignez-vous. Il faut vraiment avoir un bon feeling avec l'école. Il y a un choix incroyable. Alors, on peut s'y perdre. Il faut faire des recherches, malheureusement, que ce soit dans le public, dans le privé, dans les écoles françaises. Faites vos recherches, allez visiter pour vous faire votre avis. Pardon, j'avais oublié de vous mettre mon slide. Et j'en arrive donc, voilà, j'espère que je vous ai fait peur, en fait, ce n'était pas forcément l'idée, mais si jamais j'ai réussi à vous faire peur, c'est peut-être pour vous rester aussi dans les écoles françaises. Alors, l'offre des écoles françaises, je vais passer rapidement sur toutes les offres qui sont homologuées. L'offre du réseau français, donc Samantha vous en a parlé tout à l'heure, elle vous a fait une grosse description des spécificités de chaque école. Celles qui sont homologuées, c'est celle de la liste que je vous mets ici, que vous trouvez sur l'Institut, évidemment. Alors, on peut faire une pub facile des établissements français. On a des résultats assez incroyables dans les écoles françaises. Donc là, c'est pas qu'on n'a pas forcément besoin de faire de publicité, mais les résultats parlent pour nous. Le lycée Charles de Gaulle, c'est 99% de réussite au bac. Ma collègue vous en parlera bien mieux que moi tout à l'heure. 92% de mentions. Voilà, on est sur des résultats assez incroyables. Pour en revenir à l'offre au Royaume-Uni, donc c'est 15 écoles, 13 se situent à Londres, mais il y a également d'autres écoles. Il n'y a pas que ces 15 écoles, et donc ces 13 qui sont à Londres. Vous trouvez toutes ces informations et vous en trouverez d'autres également qui ne sont pas dans ces listes et qui ne sont pas homologuées. On vous en parlera tout à l'heure. Nous avons d'autres intervenants qui vous parleront chacun de leur école bien mieux que moi. Voilà un petit peu pour l'idée. Je vais faire un petit peu de pub pour ma paroisse. Moi, je travaille à Marie d'Orléac, qui fait donc partie du lycée français, qui est composé de 4 écoles, South Kensington, André Malraux, Marie d'Orléac, Wix, donc voilà, que vous voyez ici. Nous avons donc 2 sections, une section à parité horaire, 13 heures d'anglais, 13 heures de français, une section à anglais renforcé. La section anglais renforcé commence dès la petite section, alors que la section à parité horaire commence en moyenne section et vous emmène donc jusqu'au CM2. Nous sommes liés à la section à parité horaire est liée à une école anglaise, tout comme l'école de Wix, qui est aussi liée à une école anglaise et qui propose également la parité horaire. À André Malraux et à South Kensington, ce sont 2 écoles qui vous proposent la section bilingue à anglais renforcé. Voilà, vous trouvez toutes les informations, vous avez beaucoup plus d'informations sur le site du lycée français. Allez sur le site du lycée français pour avoir beaucoup plus d'informations, tout simplement. Voilà. Merci Enguerrand, c'est vraiment super. C'est toi qui vas nous envoyer la vidéo d'Emmanuel, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, je bascule et je vous envoie la vidéo d'Emmanuel. Pas de souci. Tac. Bonjour à toutes et à tous, je suis Emmanuelle Simon-Ledoux et j'enseigne au lycée Charles de Gaulle depuis maintenant 19 ans.
J'y enseigne les sciences économiques et sociales et j'ai donc accompagné un certain nombre de générations de lycéens dans leur parcours jusqu'au bac, ainsi que dans la préparation de leurs études supérieures. Et puis pour finir cette petite présentation personnelle, je suis aussi maman de 3 enfants qui ont tous eu des parcours différents au lycée, avec l'une en section française, l'autre en section internationale, et puis la troisième est allée en British Section. Alors, Enguerrand-Meignier vous a parlé des écoles primaires, et je vais donc vous présenter le secondaire à Charles. Tout d'abord, on a coutume de dire que ce qui caractérise le lycée, c'est son excellence académique. Et c'est vrai que les résultats au bac sont là pour en témoigner. Le taux de réussite au bac avoisine chaque année les 100%. Et surtout, il est important de noter que plus de la moitié des élèves obtiennent la mention très bien. Je trouve aussi que ce qui caractérise le lycée, c'est effectivement avant tout un enseignement de qualité, à la française, je dirais, plutôt traditionnel, certes, mais qui a fait ses preuves. Et puis, chose remarquable, il n'y a pas de sélection à l'entrée, si ce n'est bien sûr en fonction des places disponibles. Et on fait tout pour garder nos élèves jusqu'au bac, avec une vraie volonté de tous les faire réussir. On a, par exemple, certains élèves qui ont des difficultés liées à, par exemple, de la dyslexie ou de certains troubles de l'apprentissage, eh bien, que l'on prend en compte et qui vont bénéficier d'aménagements pour les examens. Le lycée Charles de Gaulle, c'est une grande communauté, mais je suis toujours étonnée de constater que malgré le nombre, les élèves réussissent à connaître un peu tout le monde finalement et se font leur place dans ce grand établissement. C'est vrai que beaucoup ont vécu à l'étranger, parfois ils se retrouvent d'ailleurs après s'être croisés dans d'autres lycées français. Et c'est la richesse du réseau AEFE. Je voudrais ajouter aussi que nous accueillons chaque année des élèves boursiers qui viennent de France et qui sont recrutés sur mérite et qui viennent donc passer une année à Charles de Gaulle, soit en première, soit en terminale. Ils sont logés en famille anglaise, ils viennent parfois de milieux modestes ou de petites villes de province, et c'est toujours l'occasion de belles rencontres, de partage d'expériences, et surtout une année inoubliable pour eux. Donc pour les élèves qui ont besoin d'un accompagnement personnalisé à un moment de leur scolarité, eh bien nous les aidons avec par exemple la mise en place d'un tutorat. C'est ainsi que moi, chaque année, par exemple, j'accompagne un ou plusieurs élèves que je vois 1 heure par semaine en one-to-one pour les aider à s'organiser dans leur travail ou pour leur donner le petit coup de pouce qui va les aider à repartir. Alors, je vais maintenant vous présenter les différents parcours qui sont disponibles au lycée Charles de Gaulle. Les élèves ont le choix entre 2 parcours. La section plurilingue, tout d'abord, qui, comme son nom l'indique, valorise l'apprentissage des langues. Dès le début de la 6e, les élèves commencent une 2e langue vivante, entre l'allemand, l'espagnol, l'italien ou le russe, et une 3e langue vivante peut être ajoutée à partir de la 4e. En section internationale, eh bien, il y a des heures en plus en anglais et de l'histoire-géographie en anglais aussi. La finalité de la section internationale, c'est de passer le bac OIB, option internationale du baccalauréat. Et les secondes OIB passent d'ailleurs aussi des examens anglais, les IGCSE d'anglais, en fin de seconde. L'année dernière, nous avons eu notre première promo OIB. Et parmi les élèves que j'avais en cours, eh bien, il y en a un qui est à Yale University, un autre qui est à Georgetown, pour ceux qui sont partis aux États-Unis. D'autres sont à UCL, LSI, etc. Enfin, ils ont bien réussi. Et puis enfin, il y a la British Section. À partir de la 3e, donc à l'issue de la 4e, les élèves de la section plurilingue peuvent intégrer la section britannique. Ce sera aussi possible d'ailleurs pour les élèves qui sont en section internationale à partir de 2024. Pour les élèves qui préparent donc le bac français, en fin de seconde, avec la réforme qui a été mise en place à partir de cette année, eh bien, ils choisissent 3 spécialités parmi un large choix de matières.
On propose au lycée Charles de Gaulle les spécialités suivantes: maths, sciences, histoire géopolitique, sciences économiques et sociales, humanité, arts plastiques, langue et numérique. Voici les différentes langues qui sont enseignées au lycée. Et donc, je vais vous faire une petite présentation de la British Section aussi. Donc, cette section britannique, on la désigne souvent comme étant une école dans l'école. Elle a son bâtiment dédié. Elle a un petit effectif de 220 élèves. Et les élèves y préparent donc les GCSEs en fin de seconde, puis les A-Level en fin de terminale. Et ces élèves obtiennent aussi de très bons résultats. Et enfin, l'orientation. L'orientation au lycée, notamment dans le cycle terminal, avec au cœur du dispositif le CIO, la cellule orientation, qui accompagne les élèves à travers des réunions d'information, à travers des rendez-vous individuels pour les élèves, les familles, des ateliers pour la rédaction des personal statements, par exemple. Les professeurs aussi sont très impliqués dans la rédaction des lettres de référence pour les États-Unis, pour UCAS, et le suivi des élèves. Le lycée accompagne aussi les candidats à Oxbridge. Et nous avons enfin une prépa Sciences Po à laquelle je participe avec des cours le samedi matin. Nous avons chaque année un beau taux de réussite dans cette prépa, donc qui prépare les élèves aux différents campus proposés par Sciences Po Paris. Et nous avons, depuis plusieurs années, donc un certain nombre d'anciens du lycée qui sont passés par les différents campus de Sciences Po. Voici les résultats aux examens, donc que ce soit le brevet, le bac, les GCSEs, les A-Level. Ici, les différentes orientations de nos élèves. Beaucoup vont, en ce qui concerne UCAS, dans les meilleures universités, dans le top 10. Et on a aussi un certain nombre d'élèves qui, comme je vous le disais, vont aux États-Unis, au Canada. De plus en plus se dirigent aussi vers des destinations comme l'Espagne, avec l'IE par exemple, ou bien l'Italie avec la Bocconi, la Suisse et la France. Donc voici les destinations en France. On a des élèves qui vont continuer des études de médecine en France, qui vont en prépa, Sciences Po, comme je vous le disais, école de commerce, etc. Donc pour finir, écoutez, je voudrais dire que je trouve que les élèves du lycée sont plutôt épanouis et heureux. Il n'y a qu'à voir le bonheur qu'ils ont à se retrouver depuis le début de cette semaine. On a aussi régulièrement des anciens élèves qui reviennent nous voir au lycée pour partager leur expérience d'étudiants avec les premières ou les terminales, et puis juste revoir leurs professeurs. Et ils restent de toute évidence très attachés à leur lycée. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, et j'essaierai d'y répondre. Merci de votre attention. On remerciera, nous allons remercier bien sûr Emmanuel Simon Ledoux pour son intervention. J'ai trouvé ça très intéressant, je suppose que vous aussi. Je vais maintenant demander à Françoise Urbach de l'EUFA de nous présenter son école et nous parler justement de son expérience ici au Royaume-Uni en ce qui concerne l'éducation française et bilingue. Bonjour, écoutez, bienvenue à tous sur ce panel. Alors, j'ai regardé les questions. Il y a beaucoup de questions sur le bilinguisme et de parents qui posent des questions par rapport à la façon dont ça doit fonctionner. Alors, l'UEFA est une école relativement récente puisqu'elle a commencé à ouvrir en 2012. C'est une école qui accueille des enfants de 21 mois jusqu'au baccalauréat international et qui offre donc une éducation bilingue dès le très jeune âge. Et notre projet, c'est d'ouvrir également notre crèche à des enfants encore plus jeunes à partir de 6 mois, dans un avenir relativement proche. Alors,
je ne dirais pas que l'EIFA est une école française, c'est une école internationale. C'est-à-dire que nous avons plusieurs choix à l'intérieur de l'école. Bien entendu, nous accueillons des familles françaises, mais nous avons aussi une majorité de familles bilingues, voire trilingues. Quelquefois, des enfants qui arrivent et qui ne parlent ni le français ni l'anglais. Par exemple, papa est russe et maman espagnole, par exemple. Et donc, d'où l'intérêt d'offrir un bilinguisme dès le très jeune âge. Hein. Donc, à la crèche, les personnes référentes qui s'occupent des petits sont en même temps dans la crèche, enfin, auprès des enfants. Donc, on va avoir une personne anglophone et une personne francophone. Et en fonction des activités organisées, les enfants vont naturellement vers une personne ou une autre. Et donc, apprennent les deux langues totalement en immersion de façon naturelle. Ensuite, l'apprentissage se structure. On suit à la fois les programmes des Early Years, hein, qui est la maternelle, équivalent de ce qu'ils pourraient trouver dans une école anglaise, et en même temps, le programme de l'école maternelle française. Et on fait une synthèse et une symbiose entre ces deux programmes où on mélange ce que les enfants apprendraient dans une école anglaise et ce qu'ils apprendraient ou ce qu'ils apprennent dans une école française. Par exemple, on commence l'apprentissage de la lecture en anglais plus tôt que ce qu'on ferait dans une école française traditionnelle. Les enfants commencent à 4 ans déjà à apprendre en anglais, puis on introduit la lecture du français un peu plus tard, en fin de grande section, début de CP. Les enfants sont immergés dans les deux langues tous les jours. Donc le matin, ils vont avoir un enseignement par un professeur anglophone et l'après-midi un francophone. Ce qui est différent de ce que j'avais vécu à Wix, où en fait les enfants avaient 2 jours et demi dans une langue et 2 jours et demi dans une autre. Il y a des systèmes aussi où c'est une semaine une langue, une semaine l'autre langue. Mais à l'EIFA, on pense que c'est mieux, enfin c'est mieux, ça nous paraît mieux que les enfants soient immergés dans les deux langues tous les jours. Nous avons aussi des intervenants, déjà des professeurs de français langue étrangère et des professeurs d'English as an additional language qui interviennent auprès des élèves. Donc, si un enfant arrive avec peu de français ou peu d'anglais, il est tout de suite pris en charge et aidé par ses professeurs spécialisés. Donc, l'enseignement continue de cette façon à parité horaire jusqu'à la classe de CM2. Et ensuite, à partir du CM1, nous allons introduire une 3e langue qui sera l'espagnol, 1 heure par semaine en CM1 et en CM2. Ensuite, en 6e, donc les enfants ont le choix ensuite entre l'allemand et le latin. Donc, ils font anglais, ils ont leur enseignement bilingue français-anglais, plus l'espagnol qui est obligatoire dans l'école. Et ensuite, ils peuvent choisir entre allemand et latin. Donc, et là, à partir de la 6e, certaines matières sont enseignées en français et certaines matières sont enseignées en anglais. On peut également préparer à la demande des parents parce qu'on sait que avec ce qui se passe actuellement, les parents peuvent changer de parcours, peuvent prévoir après le CM2 par exemple, souhaitent mettre leur enfant dans une école anglaise et dans ce cas-là, on peut leur offrir une préparation au 11 Plus parce qu'ils atteignent un niveau d'anglais en CM2 qui est absolument compatible avec l'entrée dans des écoles exigeantes anglaises. Mais ils peuvent aussi continuer avec nous s'ils souhaitent continuer le système bilingue dans notre établissement jusqu'à la terminale. Nous préparons les élèves au brevet s'ils le souhaitent, mais la majorité de nos élèves choisit plutôt de faire l'examen de Cambridge. Nous sommes un centre d'examen pour Cambridge et passe plutôt les IGCSE, ce qui est donc l'International General Certificate of Secondary Education. Et après les IGCSE, ils peuvent aller jusqu'au baccalauréat international depuis tout récemment, depuis l'année dernière en fait. Voilà. Alors, j'ai vu beaucoup de questions concernant le bilinguisme, justement. Comment est-ce que les enfants deviennent bilingues? Comment est-ce qu'il y a une langue qui domine l'autre? Est-ce que si on est 3 ans dans une école anglaise, est-ce qu'on va pouvoir passer facilement dans une école française? Et les parents font des choix différents. Ça dépend vraiment de ce qu'ils veulent pour leurs enfants. On a quelquefois des parents qui sont complètement francophones et qui ont choisi de mettre leur petit dans une nurserie anglaise pour que l'enfant apprenne l'anglais. Et puis, au bout d'un moment, ils se disent, mais mince, mon enfant ne parle plus le français, il est en train de perdre son français. Donc là, ils se tournent vers une école bilingue, comme la nôtre ou comme celle de n'importe quelle autre école du réseau, selon leur choix, de façon à ce que les enfants ne perdent pas
leur langue maternelle. Donc, on a vraiment tous les cas de figure et on essaye d'être flexible et d'aider vraiment nos élèves et nos familles à choisir le meilleur parcours pour leur enfant. Voilà. Merci Françoise. Joël, c'est peut-être maintenant à vous de parler des écoles flammes. Alors, je vais faire le plus vite possible. Très brièvement, alors le Parapluie Flamme, d'abord, c'est une fédération qui regroupe une cinquantaine, 55 pour être exact, de structures associatives, dans la majorité des cas, des associations à but non lucratif, donc accessible à toutes les bourses. Nous représentons vraiment un service à la communauté francophone. Les petites écoles sont un peu partout sur le territoire, donc qui peut y aller? Eh bien, des enfants qui n'ont pas accès à des écoles françaises homologuées, bilingues, puisque, je vous dis, elles sont vraiment distribuées sur tout le pays. Les âges, 3 ans à 18 ans, nous préparons aussi les élèves à certaines certifications, certainement le GCSE, même le A-Level dans certaines structures, également des certifications du cadre européen. Donc, on parle de A2, B2 en particulier pour avoir accès aux universités en France. Voilà. Les programmes sont très sérieux, même si parfois ils sont plus ludiques que scolaires. Je dois dire que dans la grande majorité des cas, les programmes sont basés sur les programmes officiels français, donc qui sont suivis avec grand sérieux. Et surtout répondre aux attentes des parents. Donc, si les parents souhaitent des activités un peu plus ludiques, donc pédagogie de projet, les directeurs, l'équipe directrice s'adaptera à la demande de la majorité des parents. Les cours sont très accessibles, on parle de 85 à 200 livres par trimestre pour 10-12 séances. La moyenne, je pense, est autour de 140 en ce moment. Voilà. Alors, avec cette pandémie, bien sûr, beaucoup de pertes d'effectifs et le Parapluie Flamme qui aide justement les associations dans leur formation, mais aussi pour les conseiller. Donc, le Parapluie Flamme a lancé un réseau de classes virtuelles. Donc, peu importe où vous habitez, quel quartier, nous aurons une solution pour vous, soit en présentiel quand elles pourront reprendre le 12 avril, soit en virtuel. Donc, et aussi, nous partageons avec les petites écoles des ressources gratuites parce que nous recevons de l'aide de l'AEFE, donc l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, et aussi de la commission parlementaire staff. Ça nous permet d'apporter beaucoup d'aide à ces structures. Voilà, je pense que j'ai presque tout dit. Les cours ont lieu le samedi matin, le plus souvent, mais aussi ça arrive après les classes anglaises, puisque tous nos élèves sont scolarisés dans les classes anglaises, britanniques, je devrais dire, puisque nous avons des structures en Écosse également. Il y en a même une qui fonctionne le dimanche matin. Voilà, donc il y a pour tous les choix et pour tous les... enfin, on essaye d'apporter des solutions à tous les problèmes. Voilà, Merci je pense que Joël. C'est n'hésitez pas. très utile d'avoir justement cette perspective et de découvrir qu'en fait, il y a des solutions pour que les enfants puissent apprendre le français, même en suivant un cursus britannique. Et surtout, peut-être plus en fait, abordable d'une certaine manière que d'autres systèmes. Vous avez rappelez-moi exactement le nombre d'écoles qui existent. 50, on a 173 dans le monde, hein, des petites écoles flammes. C'est une grande famille, donc c'est un réseau très important et nous ne faisons que du français langue maternelle. Hein. Il faut bien faire la différence entre les clubs de français qui sont pour les anglophones et les petites écoles flammes qui sont pour les familles
francophone où un des parents parle le français à la maison. C'est un des critères d'entrée d'ailleurs. Hein. Nous ne prenons pas d'enfants qui ne comprennent pas le français même à l'âge de 3 ans. Il y a également des groupes pour les moins de 3 ans et également des groupes pour les parents anglophones pendant que leurs enfants apprennent le français dans les classes, hein, le français langue maternelle. Peut-être que des papas et des mamans anglophones viennent aussi faire du français. Alors là, du FLE. Et vous voyez, on essaye de répondre à tout ce qu'on nous demande. Voilà. C'est une bonne idée aussi pour la bonne ambiance à l'intérieur des associations, une ambiance très familiale. On s'y sent bien, vraiment. Merci. Enguerrand, tu veux toucher brièvement au DELF? On est un peu, on n'a pas beaucoup de temps, donc je te recommanderais de le faire très bref. Si c'est possible. On va le faire en 30 secondes. Le DELF ça peut s'adresser d'ailleurs aux enfants qui suivent les écoles flammes. Le DELF, c'est un diplôme qui permet de valider les compétences, donc principalement pour les enfants qui ne sont pas en éducation française, mais qui font du français à côté. Donc ça peut être les enfants qui vont sortir du système français pour aller dans le système anglais pour valider des compétences de français ou qui travaillent le français à côté. Ce sont des diplômes reconnus mondialement qui permettent, alors la principale chose qui nous intéresse évidemment, c'est de les avoir au niveau B2, comme le disait Joël, pour pouvoir intégrer les universités françaises. C'est un sésame qui permet, une fois que j'ai validé ce niveau B2, je peux atteindre les universités françaises. Alors il y a des niveaux de A1 jusqu'à C2. On franchit les étapes petit à petit en passant ces diplômes et en validant les compétences de français, les compétences à l'oral, à l'écrit, de compréhension et de participation à l'oral avec un entretien. Une fois qu'on valide tout ça, on franchit les étapes. C'est un diplôme à vie qu'on garde toute sa vie, donc même si on l'a en sortant du CM2 parce qu'on va intégrer une école anglaise, comme le font certains de mes élèves. Ils ont une scolarité de MS jusqu'à CM2, des familles anglaises qui ont une scolarité bilingue grâce au lycée français, passent leur diplôme, valident un diplôme A2, quelquefois même B1 dès le CM2, et puis ça les encourage, c'est une vraie motivation, ça les encourage à continuer l'éducation française. Je trouve que c'est vraiment quelque chose à mettre en place. L'Institut le met en place, avec des sessions tous les ans. Donc, allez sur le site de l'Institut. Nous, on le met en place, mais pour nos élèves au lycée français. Je pense que ça va se développer dans d'autres écoles aussi françaises qui pourront offrir des sessions. C'est une vraie motivation pour les enfants. Ça valide des compétences et B2 pour aller en France, quoi. Tina, donc expliquez-nous un petit peu comment marche votre organisme et ce qu'il en est au niveau du CNED. Bonjour à tous. Alors, nous travaillons avec des enfants de la maternelle jusqu'au lycée, mais principalement du CP jusqu'au CM2, on assiste les enfants à faire le CNED à raison de 2 fois par semaine, plus un petit peu de devoirs. Nous avons un programme académique qui leur permet de valider leur année et de pouvoir après soit rejoindre une école française très facilement, en France ou en Angleterre. Les enfants qui suivent nos cours font une double scolarité, la nôtre étant juste en 2 soirs par petits groupes, ils sont 7 maximum. Donc, ils ont l'attention d'un cours particulier tout en ayant l'émulation du groupe et on arrive à faire des miracles. On est passionné, on reprend le système de l'encouragement britannique avec lequel on a des résultats fantastiques et les enfants font un petit peu de devoirs, ça ne se fait pas non plus sans devoir, c'est pas magique quand même, on ne fait pas une scolarité sans travail, mais ça fait 15 ans qu'on pratique ça et nous avons maintenant 200 élèves. J'ai croisé l'autre jour un élève qui m'a arrêté, il avait 17 ans, il partait au parc, je me suis dit pourquoi est-ce qu'il veut me parler, c'était un ex-élève et il m'a dit mais je t'ai jamais remercié Tina, je dis mais qu'est-ce qui se passe, et il dit mais c'est fantastique, je me rendais pas compte quand j'étais enfant, mais là maintenant je me rends compte comment je suis fort en français et comment c'est fantastique. Ça a été un travail en maternelle, en primaire, un travail, effectivement, les enfants, moi je me souviens, mes garçons, j'ai commencé comme ça en fait, à faire le CNED.
nous étions aux États-Unis et pas d'école française à l'horizon. Donc, obligé de leur faire suivre le CNED. Et je me souviens que c'était un petit peu conflictuel quand on travaille avec ses propres enfants. C'est pas très facile. Il me disait, mais maman, tu me redonnes du travail supplémentaire. Je suis déjà allée à l'école toute la journée. Je préfère être américain. Mes copains, ils n'ont pas ça à faire. Et en fait, à partir du moment où on fait ce travail dans une structure, c'est beaucoup plus facile. Et donc, cet enfant a suivi cet enseignement et il a un niveau fantastique. Nos élèves, en général, sont des élèves donc qui sont bilingues, qui peuvent être trilingues. Il y en a même un jour qui m'a dit « je parle 5 langues ». Ah bon? Et il dit « oui, je parle italien avec maman, français avec papa, anglais à l'école, arabe avec papi-mamie et bébé avec mon petit frère ». Et en fait, c'est possible, on peut amasser et avec un petit peu de travail, on arrive à faire une scolarité française reconnue par le gouvernement français grâce au CNED. Tina, avez-vous pensé justement à élargir votre réseau ou pas du tout? Alors, en fait, cette année, enfin l'année scolaire dernière, à cause de la pandémie, on a commencé des cours en Zoom. On a continué, on n'a pas du tout nos élèves ont continué sans interruption nos cours en Zoom. Et ça s'est très bien passé. Du coup, on est en train d'imaginer que l'année prochaine, on pourrait faire des classes à distance, effectivement. Mais j'en ai déjà des classes à distance. J'ai un cours pour passer le A-level de français et puis une classe de 5e. Enfin, on a déjà des classes en distance. Mais ça n'est pas encore le gros de l'offre et je pense qu'on va élargir l'année prochaine. D'accord, donc d'une certaine manière, la pandémie vous aide aussi à trouver d'autres moyens de C'est fantastique, oui. faire l'éducation. Ouais. J'ai cru comprendre que c'était le cas aussi dans certaines écoles françaises, notamment Winston Churchill, qui maintenant aussi offre cette possibilité. Et je dois dire que c'est formidable, puisqu'on n'a plus besoin d'habiter Londres, en fait. Merci. Je vais repasser la parole, en fait, à Samantha Casbon pour nous parler un petit peu, en fait, et nous expliquer s'il y a justement un futur pour l'éducation française. Alors, je sais que vous en avez déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez que, en fait, l'éducation française, si on la regarde purement et simplement du point de vue britannique, a un avenir, enfin, britannique international, ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est amené à disparaître et être remplacé par l'anglais ou par autre chose? Alors là, vous me permettez, mais je vais quand même me défendre en bonne gauloise et vous dire que non, nous ne ferons pas cela et nous ne ferons pas disparaître nos écoles ni la langue française, évidemment, nous y croyons. Nous savons être aussi, je le redis, parce que ce terme à la fois est puissant et fort, mais je crois que nous sommes une vraie puissance éducative. Nous avons, alors, bien souvent, vous savez que la capacité française à s'auto-dénigrer est assez forte, mais je peux vous dire quand même avec fierté que partout où nous passons dans le monde, nos établissements français à l'étranger côtoient quand même si je fais partie des gens qui ont un regard extrêmement attentif à ce qu'une vraie mixité soit présente dans nos établissements, il y a malgré tout aussi une forte proportion d'élites nationales qui rejoignent nos établissements. Ça, c'est quand même un signe que nous savons, je dirais, apporter une réponse éducative et un modèle d'enseignement à la hauteur aussi, et cela a été aussi dit tout à l'heure par l'enseignante du lycée français de Londres, à la hauteur, je dirais, des attentes aussi des familles les plus exigeantes. Donc, en cela, je crois en notre modèle, mais je crois surtout en sa pérennité, je crois en son développement, sinon je n'aurais pas produit un rapport allant dans ce sens. Mais au-delà du rapport, ce n'est pas tant le rapport qui est important en soi, c'est ce que nous allons faire de cet avenir. Je crois que nous devons quand même observer les autres modèles. Et vous avez raison, quelque part, de me poser aussi cette question, parce que je crois que nous avons encore à nous inspirer d'une chose qui est bien mieux appréhendée par le modèle anglo-saxon que par le modèle français,
c'est la bienveillance. Alors, à travers ce terme, je vais y mettre, je dirais, diverses représentations. La bienveillance, pour moi, c'est fondamental. Avant, le système français à l'étranger était désiré, entre guillemets. Les pays, ou bien à chaque fois que nous nous déplacions, nous ouvrions des écoles pour nos expatriés, et puis parce qu'il y avait une demande forte locale, parce que soit il y avait une défaillance du système local à l'époque en fonction des pays, donc on demandait aux Français de venir proposer une offre, et ce qui permettait d'ailleurs aussi aux expatriés de pouvoir se déplacer dans le monde. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, il en est tout autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes concurrencés. Et parfois, nous sommes concurrencés de forte manière. Et on nous rappelle souvent qu'il y a toujours au-dessus de nous le modèle anglo-saxon. Ne serait-ce que par son coût, le modèle anglo-saxon coûte plus cher que le modèle français en matière d'éducation, parce qu'ils ont certainement aussi une approche différente et plus coûteuse en moyens humains, mais nous avons quand même le réseau, et excusez-moi de ramener ça à un coût, mais c'est quand même aussi une réalité qu'on ne peut pas ignorer, à ce qu'on appelle un rapport qualité de l'enseignement au coût qui est l'un des meilleurs. Donc, en cela, il faut que nous le préservions parce que nous devons rester attractifs. Mais nous devons aussi entendre les attentes des familles qui évoluent. On parlait tout à l'heure de bilinguisme. Oui, c'est fondamental. Nous devons avoir une offre bilingue. Nous devons être multilingues. Nous devons également savoir accueillir de mieux en mieux les familles. Quand je dis les accueillir, ce n'est pas leur demander de s'inscrire, de nous laisser les enfants à l'entrée de l'école et de repartir avec le soir. Non, les accueillir, ça veut dire les accompagner dans l'orientation, les accompagner au quotidien lorsqu'il y a une difficulté, s'inspirer justement du modèle anglo-saxon, être dans la remédiation de chacun de nos élèves. Alors, peut-être que certains sont en train d'hurler derrière leur écran en disant « mais ça se fait déjà ». Oui, ça se fait, mais si nous regardons de près, ça ne se fait peut-être pas toujours comme il se devrait partout. Donc, je vais quand même temporiser mon propos en disant que parfois, on peut améliorer cette bienveillance, on peut améliorer aussi peut-être cet accompagnement des familles, cet accompagnement des élèves, parce qu'aujourd'hui, on se le doit pour rester concurrentiel face à d'autres modèles et surtout, je le redis, le modèle anglo-saxon qui a cet attrait aussi que recherchent des familles. Moi, je m'y suis beaucoup intéressée pour justement cet aspect bienveillant de cette éducation, aussi à être attentif à beaucoup de choses, à beaucoup de détails. Et en cela, c'est pour ça que j'ai fait des recommandations aussi dans ce sens dans mon rapport, parce que je crois que c'est aussi l'avenir de ce réseau. Ce n'est pas simplement qu'un modèle d'éducation avec des programmes scolaires, avec des contenus académiques. Non, c'est aussi tout ce que l'on fait pour amener nos élèves à entrer dans les meilleures universités, tout ce qui fait aussi leur épanouissement dans un établissement, tout ce qui fait aussi le périscolaire dans un établissement. Voilà, tout cela, on doit encore, je dirais, tirer substance des autres modèles qui font peut-être mieux que nous dans ces domaines-là, et puis rester, je l'espère aussi, une source de fierté et d'inspiration pour les autres modèles qui viennent aussi nous regarder avec un certain regard envieux. Je l'ai vu pendant le confinement. On a beaucoup décrié la lenteur peut-être de l'adaptation des uns et des autres à proposer un modèle performant pour les élèves, mais je peux vous dire quand même que la France, là pour le coup, a su réagir à travers aussi l'adaptation et la formation des enseignants. Et puis, en comparant avec d'autres modèles locaux, on s'est aperçu qu'on n'était quand même pas trop mauvais, même, j'ai envie de dire qu'on était même bon, il faut toujours rester modeste, mais voilà. Donc, en cela, je pense que cette capacité d'adaptation de la France, elle est réelle, elle doit encore être meilleure pour répondre aux exigences, parce que les parents, oui, sont exigeants, et je suis parent, et je peux vous dire que nous avons raison de l'être, parce que nous cherchons le meilleur pour nos enfants, et nous devons être exigeants avec ce modèle d'éducation français, toujours aussi lui demander de se remettre en question quand c'est nécessaire, parce que, et voilà, vous l'avez dit, nous ne voulons pas qu'un autre modèle nous remplace, tout simplement. Merci Samantha. En fait, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut absolument qu'on se batte pour garder le modèle, un modèle qui marche en français et qui soit adapté justement au monde d'aujourd'hui et surtout celui qui aura lieu demain. J'ai une question pour vous.
Vous aviez mis justement dans votre rapport quelque chose concernant le pass éducation. Est-ce que vous pourriez me l'expliquer un petit peu? Enfin, nous l'expliquer même? Alors, oui, le pass éducation, je fais partie des gens qui… alors, je sais que vous avez un sénateur aussi local qui avait porté un peu une initiative que je partage sur la philosophie, en tout cas. C'est à savoir permettre à l'ensemble de nos familles françaises de pouvoir avoir accès, à un moment donné, à, je dirais, une offre française, un soutien français. Vous savez, aujourd'hui, notre modèle, je vous donne un chiffre, sur l'ensemble des enfants scolarisés français, hein, les enfants français scolarisés dans le monde, il n'y en a seulement qu'un tiers qui sont dans nos écoles homologuées. Donc, ça veut dire que 2 tiers échappent totalement à un soutien français. 2 tiers de nos enfants à l'étranger, qui résident à l'étranger dans le monde, n'ont droit à rien. Alors, en gros, c'est un peu la chance d'avoir tout ou rien. C'est-à-dire, soit on est dans le modèle homologué et on a droit aux bourses et on a le droit indirectement à des subventions qui amortissent le coût de l'école, parce que ce sont des subventions françaises qui amortissent le coût de l'école. Donc ça, même les familles qui payent 100% des frais de scolarité ont un amortisseur grâce à la subvention publique et elles paieraient beaucoup plus s'il n'y avait pas l'État français derrière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un tiers des familles dans le monde, enfin, du moins des enfants, ont droit à un accompagnement direct ou indirect de l'État, mais vous avez 2 tiers des enfants qui n'ont droit à rien. Et les familles n'ont droit à rien. Et pourtant, vous avez des familles, parfois, qui pourraient être éligibles aux bourses si elles avaient un lycée français à côté d'elles ou qui pourraient bénéficier aussi d'un soutien. Donc, moi, mon idée, c'était de dire, eh bien, sur une partie de la subvention publique, faisons en sorte que chacun puisse avoir accès à un pass à hauteur. Alors, le montant des euros reste encore à définir, mais pour pouvoir soit, pardon, avoir accès à des cours flammes, soit avoir accès à des, justement, on parlait tout à l'heure du DEF, du DALF aussi. Alors là, pour le coup, ça concerne un peu moins nos enfants français parce qu'on pourrait considérer qu'ils ont déjà un niveau suffisant en français, mais pas toujours. Vous savez quand même qu'il y a parfois des enfants français qui ne parlent même pas la langue française. Et ça, on ne peut pas l'entendre. Enfin, moi, personnellement, je ne peux pas entendre cela. Donc, et pourquoi? Parce que les familles n'ont pas accès à la langue française, parce que dans le couple, eh bien, l'un des parents ne parle pas forcément le français alors qu'il est lui-même français. Et donc, on perd petit à petit la langue. Et en cela, je pense que l'État devrait accompagner. Alors, j'avais reçu un écho favorable de la part, à l'époque, de la directrice de la DGM, de la directrice en charge de la culture et de l'éducation de la DGM. J'ai relancé, enfin, elle était très intéressée par ce pass éducation. Bon, vous savez que mon rapport est sorti en 2019, on est en 2021. Il y a eu une année où on était en réflexion pour sa mise en œuvre. Et puis, bon, je ne vais pas vous rappeler les malheureux événements qui ont fait qu'aujourd'hui, la subvention est totalement dédiée, entre guillemets, au sauvetage du réseau homologué. Je reviendrai à la charge avant la fin de mon mandat. Je ne vous dis pas que je vais gagner, je ne vous dis pas que j'aurai gain de cause, mais en tout cas, je vais continuer à le porter, évidemment. Donc, pour moi, oui, c'est quelque chose qui devrait être. Parce qu'on doit montrer à tous nos ressortissants français, à tous nos compatriotes qui vivent à l'étranger, qu'on a une attention pour eux et leurs enfants. Merci, Samantha. Je vais passer en fait la parole à l'audience. J'ai 2 questions qui ont été déjà posées, enfin qui n'ont pas été posées, mais qu'on nous a demandé. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec Catherine Worsley. Si Catherine est toujours présente. Je ne sais pas si on peut… Oui. 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 Bonjour. Bonjour Catherine. Vous aviez une question à nous poser. Non, c'est pas moi qui ai posé la question, je suis désolée. C'est peut-être mon associé. Ah, vous avez la main levée en fait, Catherine, c'est pour ça. Pas de problème. Moi, je suis désolée. Ton micro, Patricia. Donc, on passe la parole à Nicole A. Ah, pardon, c'est une erreur. Aussi? OK. Oui, désolée. Bon, alors c'est moi qui vais poser les questions.
Ok. Donc, en fait, nous avons, pour commencer, une question que j'aimerais peut-être poser à Madame Durbach. C'est plus sur… attendez que je retrouve la question. Je vais la retrouver, je vous promets. Bon, je vais commencer avec celle-ci. On nous demande, qu'en est-il des catchment areas pour les écoles françaises? Est-ce que le borough où on habite détermine l'accès à une école française, en particulier pour les écoles primaires? Où peut-on trouver des aides financières pour les parents? Et quand commencer les procédures d'inscription pour une école primaire française ou bilingue? Alors, pour ce qui concerne le catchment area pour les écoles françaises, non, ça ne fonctionne pas puisque les écoles françaises sont toutes soit privées, soit payantes de toute façon. Donc, si on habite à côté du lycée Charles de Gaulle, ça ne donne pas nécessairement une place au lycée Charles de Gaulle. Donc, ça, c'est la question qui concerne les catchment areas. Par contre, les écoles, on a de très bonnes écoles publiques anglaises. Et effectivement, si vous habitez dans le secteur scolaire de cette école anglaise, vous avez droit, d'ailleurs les parents le font, a tout à fait droit à une place dans une école anglaise. Et l'autre question, c'était par rapport à… Alors, l'autre était, où trouver des aides financières pour les parents? Alors, donc, pour les citoyens de nationalité française, bien sûr qu'ils peuvent s'adresser au consulat, puisque le consulat délivre des bourses qui sont basées sur les revenus et le patrimoine. Donc, et ces bourses sont indexées sur le coût d'une scolarité au lycée français. Si je ne me trompe pas, Enguerrand, je crois que c'est ça. Hein, voilà. Oui, c'est ça. Donc, et au niveau même les écoles anglaises ont commencé à élargir en fait les zones pour garantir une plus grande mixité. Ils se sont rendus compte que du coup les parents bougeaient énormément autour des écoles, et pour éviter tout ça, le gouvernement anglais est aussi en train d'élargir les zones pour favoriser un petit peu la mixité. Oui, tout à fait. Et par contre, certaines écoles, dont la nôtre, offrent des bourses aussi pour aider les familles, et aussi ce qu'on appelle, nous, les scholarships, qui sont des bourses d'excellence. Par exemple, on a une petite qui est une artiste qui se produit sur scène, et on a aménagé son emploi du temps pour qu'elle puisse à la fois suivre une scolarité bilingue et aussi s'adonner à sa passion. Et pour ce faire, effectivement, on attribue des bourses d'excellence qui peuvent réduire de façon significative les frais de scolarité. Et une question peut-être pour Enguerrand, comment commencer les procédures d'inscription pour une école primaire française ou bilingue? Alors, est-ce que c'est en cours d'année? Tout passe par des commissions via le site du lycée. En fait, il faut s'inscrire avant janvier tous les ans pour entrer dans la commission. Et puis à partir de là, il faut faire des choix d'école sur les 4 établissements. Et puis, la commission mettra les enfants sur une liste, et en fonction du nombre de places qui seront disponibles, les parents seront invités à valider l'inscription ou ne pas la valider pour laisser de la place à ceux qui sont sur les listes, sur liste complémentaire ou sur la liste d'attente. Voilà. Mais c'est toujours possible, il y a toujours des commissions en cours d'année, ce qui fait que s'il y a des places qui sont libérées ou des places disponibles, même en cours d'année, on peut aussi postuler. Il y a des commissions qui sont réalisées tout au long de l'année au lycée français. Merci. Alors, une question encore qui nous a été posée. Pour des enfants de 5-6 ans déjà dans le système britannique, à quel âge peuvent-ils passer dans le système français? Il n'y a pas vraiment, enfin, je peux peut-être répondre à cette question, mais il n'y a pas vraiment d'âge. Il n'y a pas vraiment d'âge. Hein. Je pense que s'ils sont dans le système britannique et qu'ils souhaitent, évidemment, s'ils passent un âge plus jeune, ça va être plus facile pour eux d'apprendre le français que s'ils viennent dans le système français à 12 ans ou 13 ans ou 14 ans. Mais personnellement, enfin, moi, j'ai vécu l'expérience venant du Canada anglophone, où donc je suis allée à l'école, dans une école anglophone jusqu'à l'âge de 10 ans. Et je suis ensuite venue en France, et au bout de 6 mois, j'avais appris le français. Donc voilà, ça dépend aussi de la famille. Si les enfants sont déjà dans un foyer bilingue, ils entendent parler les 2 langues, ça va forcément les aider. Hein. Mais évidemment, le plus jeune, c'est quand même mieux s'ils sont plus jeunes. Passer par un intermédiaire en faisant des cours le soir chez Joël, et puis voilà. en intégrant une école bilingue ou une école française. Bien sûr. Alors, j'ai vu un témoignage en tant qu'ancien proviseur. Je peux dire que l'âge idéal, ça reste quand même maximum. Enfin, l'âge idéal, je dirais, c'est vraiment, on va dire, fin de primaire, début de collège, pour pouvoir réintégrer dans de bonnes conditions une école française. Après, j'ai vu vraiment de tout dans ma carrière.
Et je dois dire que j'ai vu des élèves parfaitement réussir en arrivant en seconde, mais avec voilà, je dirais une envie de réussir au lycée français, et même d'avoir un bac, alors ne parlant pas un mot de français en arrivant. Et je l'ai vu sur ma dernière expérience en Espagne, une jeune fille de seconde qui est arrivée sans parler un mot de français, pourtant elle a eu son bac français avec une excellente note. Et d'ailleurs, ma collaboratrice qui est ici présente doit se souvenir de cet élève puisque nous travaillons à l'époque dans le même lycée. Eh bien, tout ça pour vous dire que ça dépend vraiment de la volonté aussi des élèves et aussi de la capacité, je dirais, de l'établissement à pouvoir accueillir de manière latérale. Ce qu'on appelle latérale, c'est sur des cycles où il y a aussi de la place. Quand on fait un parcours, je dirais, dans son intégralité, on commence le plus tôt possible par le primaire et ensuite on enchaîne le secondaire. On peut arriver par des mutations par le biais du latéral, comme par une classe de quatrième, par exemple, ou autre. Mais tout ça pour conclure et vous dire que tout dépend de la volonté de l'élève aussi de s'approprier, je dirais, un nouveau modèle et sa connaissance de la langue. Et puis, il y a des établissements qui refusent, par contre. Je l'ai vu aussi. Ça dépend aussi des listes d'attente qu'ils ont, quand ils ont parfois le choix. Mais au fond, je dirais, quand on rentre et qu'on a fait le choix d'un autre modèle avant, entre la sixième, cinquième, ça reste encore pour des élèves qui ont une appétence, je dirais, assez moyenne à l'école, tout à fait possible de réussir à avoir son bac dans de bonnes conditions. Voilà. Mais il faut quand même travailler à côté de ça. Merci. J'ai vu qu'il y a pas mal de questions sur le fait que les expatriés qui arrivent ont souvent des places alors que les enfants qui sont nés au Royaume-Uni, les enfants français qui sont nés au Royaume-Uni, n'en ont pas dans les établissements français. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? C'était peut-être le cas avant, mais je crois que maintenant, dans tous les établissements scolaires français ou internationaux ou bilingues, enfin qui font partie du réseau, il y a de la place je pense, pour quasiment tous les enfants. On est dans une situation complètement différente de celle d'il y a 8 ans, par exemple. Même si ça fait partie des critères quand même Oui. au lycée français. Au lycée français. Ça fait partie des critères, c'est dans la liste des critères et des priorités. Ce n'est pas le cas à l'UEFA. On prend les enfants de toute nationalité. D'accord. Autre question pour vous. Donc, post-Brexit, le bac ou diplôme acquis dans le système français permettront-ils l'accès aux universités britanniques et inversement? Est-ce que… Oui. Pardon, excusez-moi. Oui, bien sûr, puisqu'il y a des élèves qui passent le baccalauréat. Enfin, je sais que quand j'ai travaillé au lycée, il y avait pas mal d'élèves qui étaient reçus à Oxford ou à Cambridge ou d'autres universités, bien qu'ils aient fait le lycée français. Ils peuvent, évidemment, ça va dépendre de leur niveau d'anglais, mais il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas intégrer. Alors, s'ils font un bac international, c'est encore mieux, mais même avec un bac français, dans la mesure où l'élève est anglophone et a un niveau de maîtrise suffisant de l'anglais, bien sûr. Il y en a beaucoup qui vont aussi aux universités au Canada. Oui, je pense, pour me permettre de compléter juste un point, c'est le niveau de langue, en fait, qui est le plus important. Le diplôme ouvre accès à toutes les universités. Notre bac français est tout à fait reconnu, donc il n'y a pas de… Mais où je vois une sélection, et moi j'ai vu une sélection drastique, c'est vraiment les universités qui mettent un niveau d'anglais extrêmement élevé, alors de mémoire C1 voire C2, et c'est pas facile pour avoir ce niveau-là quand on vient de France. Je dois le reconnaître, parce qu'on voit bien aussi la différence en matière d'apprentissage de la langue lorsqu'on est dans un pays et qu'on la pratique tous les jours, et lorsqu'on est dans un pays où on ne pratique pas la langue anglaise avec autant de densité, je dirais. Donc, c'est plutôt voilà, je dirais, le diplôme ouvre toutes les portes. Après, voilà, ça dépend de l'université et des critères de langue qu'elle y met. Merci. Y a-t-il des critères de bourse scolaire française spécifiques au contexte de Londres? Est-ce que vous avez… non? À ma connaissance, il n'y a pas d'exception dans le monde. Enfin, il y a les critères. Enfin, si on parle des bourses françaises pour le système homologué, après, je ne sais pas de quelles bourses on pourrait parler. Peut-être que ce sont des bourses locales, après, qui reviendraient au fonds de solidarité des établissements. Mais ça relève de la gouvernance des établissements. Si on parle de bourses françaises
elles sont identiques partout pareil. Là-dessus, il n'y a pas de il n'y a pas de faveur qui soit faite à tel ou tel pays, puisqu'on est tous français égaux devant nos droits. Je parle bien de cela, hein. Je ne parle pas des bourses de solidarité des établissements, c'est autre chose. Et à Londres, les bourses sont basées sur le lycée français, donc même si les établissements autres à côté sont plus chers, tout est aligné en fonction du prix du lycée français au niveau des bourses. Comment peut-on résumer la différence entre le système français et le système anglais? Enguerrand? Je n'ai pas envie d'utiliser le même mot bienveillance, parce qu'évidemment, on va travailler sur ça et on sait qu'on a du travail sur ça, mais c'est compliqué. La différence entre les deux, je ne sais pas, il y a des ATSEM côté anglais un peu plus longtemps que côté français. Peut-être que ça peut faire une petite différence. Ce sont deux approches qui sont différentes. Dans le bilingue, on se rend compte que les premières années ont été très, très difficiles d'associer le système français avec le système anglais. Ça a vraiment été compliqué de créer un curriculum partagé, de créer quelque chose qui pouvait mettre les deux ensemble, les emboîter correctement. C'est vraiment un challenge. Alors, j'imagine que ça a dû être la même chose dans les autres établissements qui proposent du bilingue. C'est vraiment un challenge. On a des approches différentes, une formation au niveau des enseignants qui est différente également. Ce qui fait que c'est complexe. Voilà. Alors, au niveau de l'approche et du choix que feront les parents, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, la réalité du terrain, elle n'est pas forcément évidente d'avoir quelque chose qui s'emboîte correctement. Alors nous, c'est un petit peu différent à l'EIFA parce qu'on a des enseignants la moitié de nos enseignants sont formés dans le système britannique. Donc, en fait, on arrive à vraiment essayer de conjuguer les deux, on va dire, le meilleur des deux mondes, on va dire. En particulier, quand on parlait tout à l'heure de la bienveillance, de la notation positive, de cette relation très proche avec les enfants et de ce qu'on appelle le pastoral care, qui est prendre soin de l'enfant dans sa totalité, c'est-à-dire donc on conjugue le côté un peu rigueur académique français, mais on prend bien soin aussi de s'occuper de la santé mentale des enfants et pendant ce confinement, on a organisé des activités pour leur permettre d'être ensemble d'une façon ou d'une autre. Donc, pour nous, ce n'est pas trop difficile parce que ça se fait naturellement dans la mesure où on travaille vraiment dans le même établissement, dans la même classe. Il y a un professeur qui va être formé à la française, on va dire, et un autre qui est formé à l'anglophone. Donc, en fait, ils mettent leurs compétences et leurs talents ensemble pour délivrer un enseignement qui est vraiment à la croisée des deux chemins. Donc, c'est un petit peu, je pense, moins difficile pour nous. Mais je pense qu'on a quand même l'ensemble des établissements français. Je pense que les établissements français à Londres, on a vraiment pris en compte, on ne peut pas travailler comme on travaillerait ou comme on travaillait avant dans un établissement classique français. C'est pas possible. Les enfants ont changé, les familles aussi, et puis l'enseignement, heureusement, a évolué. Et l'attention et le soin apporté à chaque élève est vraiment important. Pour rebondir sur la rigueur, c'est quelque chose qui rassure les parents quand même dans le système français, dans l'éducation française. C'est quelque chose c'est une sécurité pour les familles. Il y a beaucoup de familles qui continuent à faire le choix de l'éducation française parce que c'est une sécurité pour eux d'avoir cette rigueur et ce système qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent. Écoutez, je tiens quand même à dire merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci aux participants et j'espère que nous avons pu répondre à une majorité de vos questions aujourd'hui. Mais bien sûr, nous savons qu'il y en a d'autres que vous avez mis dans le chat, bien évidemment dans le Q&A et que nous avions reçu par écrit. Je vous promets, nous allons vous répondre en direct. Nous allons vous envoyer un dossier aussi par la suite. Nous avons fait un enregistrement de la session, donc nous pourrons la partager sur YouTube probablement, j'imagine. Mais un grand merci à tous d'avoir passé ces quelques heures avec nous. Et j'espère que nous aurons l'occasion de refaire ça une autre fois avec peut-être d'autres questions et d'autres problématiques. Je vous remercie. Ah, Samantha.
avait quelque chose à dire. Oui, alors c'était juste pour vous dire, parce que j'ai omis de le faire tout à l'heure, le 7 juin, dans la continuité d'un premier colloque que j'avais organisé à l'Assemblée nationale, et faisant suite aussi aux propositions du rapport et de tout ce que nous avons mis en œuvre depuis 2 années, eh bien, nous organisons à l'Assemblée nationale, alors en virtuel, donc ce sera de la même manière que vous l'organisez aujourd'hui, donc tout le monde est invité, en présence des 3 ministres en charge de l'enseignement français à l'étranger, ministre de l'Éducation nationale français, ministre des Affaires étrangères et secrétaire d'État aux Français de l'étranger. Le 7 juin, eh bien, nous organisons un grand webinaire sur justement l'enseignement homologué avec 4 thématiques dont j'évoquerai sous forme, on va dire, au moment venu. Pour l'instant, ça ne sert à rien d'en parler, mais qui reprendront, je dirais, les points essentiels de l'enseignement français à l'étranger et de son développement, du maintien de sa qualité et de son évaluation. Voilà, en gros, un peu l'approche du colloque. Et donc, vous serez évidemment invités le 7 juin à écouter, à poser des questions, à répondre à des sondages, parce que vous le savez, ce réseau est aussi le vôtre. On peut l'intégrer à tout moment d'un parcours d'un élève. Et quand je dis ce réseau, ça inclut pour moi les flammes, les bilingues, enfin tout ce qui fait que la langue française, nous pouvons la promouvoir dans le monde. Voilà, c'était juste mon petit point. Merci en tout cas pour votre accueil. Merci de m'avoir permis de participer et j'espère pouvoir compter sur vous, vous tous, et aussi vous, évidemment, Patricia. Merci. Juste un dernier point. Alors, quand l'on m'a demandé de préciser, nous allons partager le PowerPoint et les vidéos. Voilà. Donc, en tout cas, merci et au revoir.